matinée de l'interservice de la maison diocésaine, qui est un lieu de rencontre où nous croisons 2 fois, 3 fois par an les différents services du fondamental, du secondaire et de l'éducation chrétienne, de l'inspection de religion, pour partager sur des thématiques pédagogiques, des thématiques sociologiques liées à l'enseignement et surtout à la façon dont chacun dans son service et dans son engagement professionnel aborde ces thématiques, et on peut échanger alors aussi sur notre appréciation. Nous accueillons également alors ce matin des directions de notre diocèse et d'autres diocèses. Bienvenue à Namuroise notamment. Je pense qu'il n'y en a pas de Manu Bruxelles aujourd'hui. Et bienvenue aussi à 2 conseillères pédagogiques diocésaines, d'autres diocèses qui viennent nous rejoindre aussi pour partager cette matinée de travail. Donc vraiment, on se retrouve avec des horizons divers, ce qui enrichit encore plus notre rencontre. En effet, nos collègues canadiennes, je dirais notre collègue canadien, je préciserai tout à l'heure, a eu l'occasion de faire la présentation qu'elle va nous faire ce matin à des collègues directeurs de Namur Luxembourg hier à Jemelle, à des collègues directeurs de Bruxelles-Brabant-Wallon hier à Bruxelles, avec vraisemblablement quelques transfuges des autres équipes pour participer à ça, et elle va avoir l'occasion de participer demain toute la journée, alors une journée de travail, au comité d'orientation pédagogique de la Fédération du secondaire, qui sera en séminaire à partir de ce soir jusqu'à vendredi soir. Alors, je suis très heureux d'accueillir Caroline Tessier, elle est directrice adjointe au collège Samuel Genet à Ottawa. Cette école fait partie du Conseil des écoles catholiques de l'Ontario, donc elle fait partie aussi de notre réseau outre-Atlantique. Et elle devait venir avec sa collègue Sylvie Brochet, qui a été, comment dirait-on, retenue, bloquée, contrainte à rester les pieds collés sur le sol canadien pour des raisons administratives de validité outrancière de visa. Et ce n'est pas lié donc à le Canada qui respecte clairement les accords internationaux, où la Belgique exige que quelqu'un qui entre sur le sol belge ait un visa qui dépasse d'au moins 3 mois la date prévue de son retour. Alors, on ne sait jamais s'il ne retournait pas le jour où il devait, qu'il puisse quand même retourner. Et donc, sans aucune modalité d'arrangement, on a fait fonctionner les rapports avec les ambassades canadiennes, belges, etc., en expliquant que Sylvie devait nous rejoindre pour 4 jours de conférences professionnelles, etc. Non, madame, vous restez là. Et donc, Caroline reprend le flambeau au nom de Sylvie, et elle va nous partager une expérience vraiment très intéressante des écoles canadiennes, dont Jean-Pierre alors va nous préciser un peu plus. Je vais juste mettre un peu en perspective. Question horaire, donc je ne sais plus si tu l'as dit, contrairement à l'invitation qui était lancée, je crois que donc on s'arrêtera en principe à 11h30, normalement par pause, maintenant si je vois que ça dure, ça va. Voilà, juste une petite mise en perspective de ce que Caroline va nous présenter. Les communautés d'apprentissage professionnel, quelques mises en perspective fondamentales, au fondamental, nos collègues du fondamental connaîtront évidemment l'expérience dont on parle abondamment pour le moment, l'expérience professeur, qui probablement un jour aura aussi quelques étudiants de secondaire. L'expérience professeur, en un mot, c'est aussi sur la logique de la communauté d'apprentissage professionnel, l'idée lancée par Étienne de Noël et consorts, l'idée de coacher des équipes en école, des équipes de pairs en école sur des questions qui les mobilisent autour d'un thème particulier, pédagogique,
dans la même finalité finalement que celle poursuivie par les communautés d'apprentissage professionnel. Si on le met dans une perspective au secondaire, une première perspective, ce serait évidemment le plan d'action prioritaire qui, en son axe 3.1, veut véritablement développer des logiques d'organisation, enfin, espère pouvoir aider au développement de logiques d'organisation apprenante au sein des écoles. On est bien dans cette même logique-là. L'UCRIA, que vous connaissez probablement ici à Liège, les directions du secondaire le connaissent particulièrement puisqu'il est venu animer un séminaire de direction autour des questions bien sûr centrées sur les enseignants apprenants, mais il s'agissait bien évidemment de structures collectives, participatives, en vue de véritablement créer une culture d'établissement, d'amélioration des pratiques. On est bien dans cette logique-là. Si on va continuer avec un de nos derniers intervenants au dernier séminaire de direction à Liège, Luc Boyer, autre chercheur canadien de Michel Boyer, pardon, de l'université de Sherbrooke, spécialiste, je dirais, en matière de pilotage, venait resituer l'organisation scolaire dans un continuum, tel un continuum d'apprentissage, dans lequel il distinguait les espaces formels et les espaces informels, et au milieu desquels il situe aussi tout un monde non formel, dans lesquels il place évidemment toute une série de rencontres, et spécifiquement les communautés d'apprentissage professionnel pour les collègues liégeois. Il l'a un tout petit peu esquissé. On est évidemment aujourd'hui ravis de pouvoir en parler encore mieux. Enfin, finalement, de quoi parle-t-on? Je pense qu'on peut véritablement parler d'un système au sein des écoles, système puisque ça poursuit une finalité très claire qui est évidemment visée à l'amélioration des résultats scolaires au sein des écoles et pour cela visée au développement de une logique de fonctionnement particulier, une logique contributive, collaborative au sein des écoles. C'est aussi inscrit dans une vision et des valeurs très claires. Il s'agit de favoriser finalement des espaces de partage de ressources au sein des écoles. C'est inscrit dans des actions très concrètes qui finalement se déclinent dans une série de rencontres au sein desquelles les personnels, les professionnels échangent véritablement sur leurs pratiques et échangent leurs savoirs respectifs et mutuels. Et tout ça s'inscrit dans une logique organisationnelle bien précise aussi, au sein de laquelle, finalement, chaque intervenant a son espace de travail. Je n'en dis pas plus parce que la pratique, et je vous souhaite autant de plaisir que nos collègues bruxellois, namurois et luxembourgeois qui ont eu l'occasion d'entendre Caroline hier. Voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci pour la mise en contexte aussi. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Effectivement, je devais être accompagnée de ma collègue Sylvie. Heureusement, je connais bien le travail de Sylvie parce que j'ai l'occasion de travailler avec elle. Alors, elle et moi, on a une relation de coaching. Donc, on travaille ensemble. Je la rencontre mensuellement. Et aussi, c'est une bonne amie. Donc, j'ai l'occasion de discuter avec elle de son rôle. Alors, je vais essayer de vous faire part de ça. Donc, j'ai déjà rencontré quelques-uns d'entre vous. Je suis très bien accueillie en Belgique. Donc, c'est un beau séjour pour moi et j'apprends également. Aujourd'hui, je vous arrive avec beaucoup d'informations. Je tiens à vous préciser parce qu'à la fin, souvent quand c'est le temps de poser des questions, il y a du silence et je sens que c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous partager, mais aussi certaines prises de conscience peut-être. Mais j'en fais moi également grâce à vos questions. Je vous invite à me poser toutes les questions qui vous viennent en tête en cours de route, de m'indiquer si je ne réponds pas à vos attentes.
ou si mon accent franco-ontarien pose problème. De même qu'avec tous les acronymes pour lesquels on est célèbre en éducation, je sais qu'on n'a pas la même terminologie, les mêmes acronymes. Alors, si je m'échappe et je manque de précision, vous me faites signe pour que je puisse vous expliquer ce que j'essaie de vous dire. Ça marche? Donc, j'ai choisi d'intituler ma présentation « La réussite de chaque élève ». Cette locution-là, cette expression-là, elle est sur toutes nos lèvres en Ontario et en particulier dans mon conseil scolaire. Tout ce qu'on appellerait credo, devise, mission, vision, valeur va s'orchestrer autour du fait qu'en Ontario, on a la préoccupation d'assurer la réussite de chaque élève. Donc, j'ai été invitée à venir vous voir et ce que j'avais compris lorsqu'on m'a invitée, c'est que on est en réflexion en Belgique sur comment on fait les choses en éducation. Donc, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a effectivement un changement qui s'impose chez vous en éducation? Oui. Ah, c'est le oui le plus clair que j'ai eu depuis le début. Et pourquoi est-ce qu'il y a un changement qui s'impose si la réponse est si évidente? Parce que chaque élève ne réussit pas. Chaque élève ne réussit pas. Parce qu'on est dans une ségrégation. On est dans un système d'enseignement, c'est gratuit. Oui, ségrégation. Autre propos. Sélectif. Exclusion. Comment? Relégation. Oui, parce que j'entends que les élèves ici vont choisir une école. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On a des secteurs de fréquentation. Ton adresse détermine l'école à laquelle tu vas. Il y a quand même des façons de choisir d'autres écoles. Par exemple, chez nous, on a une concentration scientifique. Okay? L'école Béatrice Desloges, où j'ai été enseignante, a une concentration en arts. Les concentrations, c'est le biais pour s'inscrire à une autre école. Alors, un élève qui serait destiné à venir à Samuel Genet, qui a un intérêt pour les arts, pourrait cogner à la porte de Béatrice Desloges et dire « Je recherche un programme en arts, mon école de secteur, mon école de quartier n'offre pas de programme en arts, donc je devrais faire demande ici. » Puis là, on a des processus de sélection. Okay? Donc, chacune de nos écoles secondaires a une concentration. Il n'y a aucune concentration qui se répète. Donc, on n'est pas en compétition. Je ne me bats pas pour avoir les élèves de Francocité parce qu'eux, ils ont une concentration en sport. Moi, c'est les sciences. Donc, il y a cette façon-là d'accéder à notre école. Notre école secondaire aussi est celle dans le conseil qui a des classes distinctes. Alors, chez nous, on a plusieurs classes distinctes pour répondre aux besoins des élèves qui ont des besoins particuliers, mais ils sont dans l'école comme tous les autres. Donc, moi, je suis directrice adjointe dans une école secondaire de 7e à 12e année et j'assure l'encadrement du personnel des élèves de 7e et 8e année et la supervision de ce personnel-là. Dans ce secteur-là de l'école, j'ai 2 classes distinctes. J'en ai une qui accueille des élèves avec des difficultés d'apprentissage importantes et une dont les difficultés d'apprentissage sont encore plus importantes. Et donc, ces élèves-là sont presque déficients intellectuels légers. Okay? Dans l'autre section de l'école, on a 3 autres classes distinctes. Une pour la déficience intellectuelle légère, une pour les troubles envahissants du développement, du spectre de l'autisme, et une autre pour les handicaps de développement. Mais ces élèves-là sont dans l'école, on leur pose en même temps que les autres, participent à la remise des diplômes pour recevoir un certificat, donc ils sont intégrés chez nous. Moi, je travaille plutôt avec le personnel et les élèves en 7e et 8e année. J'ai enseigné à ce niveau-là principalement également. Et entre ma carrière d'enseignante et ma carrière de direction adjointe, j'ai été conseillère pédagogique pendant 7 ans. Donc, c'est intéressant pour moi d'avoir vu la mise en œuvre de la communauté d'apprentissage professionnel. Au départ, comme enseignante, on était dans les premiers balbutiements.
Ensuite, comme conseillère pédagogique, qui voyait où le ministère voulait se rendre avec ça, puis qu'est-ce que les dirigeants du conseil voulaient faire avec ça, et comment le terrain répondait quand j'allais me promener dans les écoles. Et ensuite, je suis arrivée dans une école où les communautés d'apprentissage tardaient à s'installer. Ce que j'entendais là, il y a 3 ans quand je suis arrivée, c'était avec nous, on a réussi à s'en sauver de faire des rencontres CAP pendant toutes ces années-là, mais maintenant que tu es ici, on sait qu'il va falloir le faire. Donc j'ai dit, OK, je vais prendre mon courage à 2 mains. Donc on a travaillé fort, mais heureusement, je ne travaille pas seule. Il y a un directeur à mon école et on est 3 adjointes. Donc on a quand même une belle équipe. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a un changement qui s'impose. Puis, pour me préparer, lorsque j'ai réfléchi à votre réalité, on m'avait parlé beaucoup de la stratégie du redoublement. Ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même assez fréquent ici qu'un élève va répéter une année. Okay? Chez nous, c'est excessivement rare. Ça arrive, effectivement. En ce moment, j'ai une élève en 8e année, elle est la seule de toute ma cohorte de 160 élèves, elle est la seule à avoir 15 ans. Elle a doublé une année quand elle était à l'élémentaire, qui est le fondamental. Okay? Et la stratégie du redoublement, est-ce que c'est fondamentalement mauvais comme idée? Oui? Oui. Non, pas toujours. Là où c'est mauvais, je pense que c'est lorsque on fait ce que Einstein a déjà décrit comme la folie. C'est-à-dire de faire la même chose à répétition et s'attendre à un résultat différent. Si on dit à un élève, tu vas répéter la 4e année, parce que tu ne l'as pas réussi la première fois. Et tout ce qu'on fait, c'est répéter. Et on ne change rien. Et on ne fait que répéter la programmation. Peut-être avec le même enseignant aussi. Il n'y aura pas un différent résultat. On est en train de faire ceci. C'est-à-dire répéter et espérer un différent résultat. Je pense honnêtement qu'en Ontario, on ne se redirigera jamais vers la stratégie du redoublement. Mais je veux quand même doser un petit peu parce que je suis d'accord avec vous quand vous dites que ce n'est pas toujours fondamentalement mauvais. Je vais vous parler de ma filleule Frédéric. Ma filleule est scolarisée au Québec. Et le système au Québec est différent du nôtre, mais il y a quand même des similitudes. Alors, ma filleule s'appelle Frédéric et c'est la fille de ma cousine qui, elle, s'appelle Jannick. Et Jannick travaille en éducation aussi. Elle travaille en reconnaissance des acquis. Alors, elle m'appelle affolée un jour, puis elle me dit on est en panique, là, Caroline, parce que l'école nous dit que Frédéric va devoir répéter sa première année, puis on ne sait pas comment accepter cette proposition-là, parce que la décision n'était pas prise. Le conjoint de Jannick, Stéphane, lui, c'était un non catégorique. Donc, j'étais en choc, parce que chez nous, on ne parle pas de ça en éducation, donc je n'étais pas certaine comment accueillir ceci, mais c'était clair que Frédéric avait de la difficulté à l'école. Et puis, ils ont accepté la décision, mais ma cousine a été très diligente et a fait preuve d'initiative, et elle a poussé l'école à répondre à des questions, c'est-à-dire, elle va répéter sa première année, mais qu'est-ce qu'on va faire de différent la deuxième fois? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour elle? Alors là, elle a poussé le système à poser un diagnostic. Elle a fait des démarches en clinique privée aussi. Donc, Frédéric a été diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité. Merci. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que l'école a pu s'engager à mettre en place des choses pour elle. C'est-à-dire, dans ses journées, elle a des moments où elle va dans la classe ressources, il y a un ergothérapeute qui vient la voir, il y a une mise à niveau qui est faite. Jannick a pris les choses en main à la maison, mais étant en éducation elle-même, elle avait cette force-là. Frédéric a aussi des contacts avec des gens en clinique privée. Elle a eu une technologie d'aide à laquelle elle a accès toujours. Okay? Et donc, on n'est pas en train... On n'est pas en train de répéter la même chose 2 fois avec Frédéric. On va faire les choses différemment.
Et ça a complètement changé comment elle vit ses journées scolaires. Elle connaît du succès, puis à chaque fois que je la vois, je lis avec elle, puis je vois qu'elle a fait du progrès. Elle travaille fort, mais c'est une expérience positive. Et pour nous, comme moi, Maureen, mais aussi pour les parents et tout ça, c'était d'autant plus important parce que annoncer à un enfant qu'il va devoir répéter une année, déjà au niveau de l'affectif, c'est difficile. OK? Puis, je sais qu'ici, c'est peut-être plus fréquent, et donc la nouvelle sera peut-être reçue avec moins de choc que si je disais ça à un élève en Ontario. Mais pensez même à vous, si vous décidez de monter une formation ou de préparer une présentation pour votre personnel et on vous dit qu'il faut recommencer, bien, les épaules nous baissent quand même. Alors, au niveau de l'affectif, recommencer, c'est toujours une mauvaise nouvelle au minimum. Okay? Donc, je pense que si vous orchestrez un changement, vous ne pourrez pas décider du jour au lendemain, on ne fait plus de redoublement. Mais en attendant d'avoir développé des mesures plus préventives qui évitent à avoir à discuter de ça dans un conseil de classe, c'est ça? Parce que nous, on n'en a pas de conseil de classe, parce que c'est très rare qu'on arrive à cette décision potentielle-là. Donc, en attendant que vous ayez en place des mesures préventives pour éviter ça, il faudrait s'assurer que si on demande à un élève de répéter, qu'on fait les choses différemment pour cet enfant-là, au minimum, pour lui assurer un succès. Si on répète plus fort, il ne va pas comprendre plus. OK? Donc, c'est un petit peu la logique que j'avais compris pour me préparer pour ici. Mais chez nous aussi, on avait des choses à changer. Sans dire qu'on avait une situation où nos élèves avaient du redoublement, il y avait quand même aussi une situation où on avait des choses à changer. Mais d'abord et avant tout, le credo du conseil, le CECCE, c'est l'acronyme de notre conseil. On aime bien l'appeler le sexe des fois. Donc, c'est le conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Notre credo pour tout le conseil, c'est nous croyons que chaque élève peut réussir si nous lui donnons le temps et l'appui nécessaires. Et chaque école a développé une vision et une mission, et on retrouve une reformulation tout à fait équivalente à ceci. Les écoles parlent toutes de la réussite de tous les élèves. Okay? Donc, si on s'affiche comme ça, parce que sans dire qu'on n'est pas en compétition, il y a quand même d'autres conseils scolaires francophones dans la région d'Ottawa, donc il y a minimalement une certaine compétition. Si on s'affiche comme étant des gens qui garantissent la réussite de chaque élève, il fallait s'assurer d'avoir des structures en place pour que ça se réalise. Et on voulait s'assurer qu'on pouvait garantir ça au public à qui on le promettait. Mais aussi, il y a plusieurs années, ça fait 15 ans moi que je suis dans le conseil, il y a toujours eu ce discours d'amélioration continue, de toujours être meilleur, de toujours devenir le meilleur conseil. Notre slogan de conseil, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Je trouve ça vraiment mignon. Il y en a qui disent que c'est arrogant, mais moi je trouve ça mignon. Donc, quand on regardait nos données au niveau de l'accumulation de crédit, le taux de diplomation ou même l'assiduité des élèves, on voyait qu'on avait une amélioration qui s'imposait quand même. En ce moment, notre taux de diplomation, donc les élèves qui terminent avec succès et obtiennent leur diplôme, est au-delà de 95%. Donc, et ça, c'est pour tout le conseil. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des écoles qui atteignent 98 ou autres. Donc, on est très fiers de ça, puis on n'atteint jamais un seuil où on se dit « ça va, on va surfer, là, on est correct ». On est toujours en train de vérifier ce qu'on pourrait faire de plus. Okay? Une autre chose qui est importante pour nous, ce diagramme-là est paru il n'y a pas très longtemps. C'est une étude canadienne, donc à l'échelle de la province, qui nous partage des données à savoir est-ce que les élèves sont engagés à l'école. Okay? Donc, les données que vous voyez complètement à gauche, tout près de l'autobus, c'est une donnée d'assiduité. Alors, quand on regarde l'ensemble des provinces canadiennes,
Le topo à ce moment-là était qu'il y avait 65% des élèves qui avaient une assiduité convenable. Okay? Donc, c'est beaucoup quand on pense qu'il y a 35% d'élèves qui ne se présentent pas à l'école régulièrement pour toutes sortes de raisons. Puis là, on ne parle pas des élèves gravement malades qui ne peuvent pas sortir de la maison. On parle des élèves qui sont désengagés, démotivés, non attirés par l'école et qui donc pourraient être des décrocheurs potentiels. À mon école, l'assiduité, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Je suis dans une communauté, il y a beaucoup de gens qui viennent de milieux défavorisés, des gens qui n'ont pas, des élèves qui n'ont pas d'appui à la maison et qui des fois décident qu'ils restent à la maison puis il n'y a pas de pression pour y aller. Donc, nous, cette réalité-là, c'est pas à 65%, mais on a quand même un défi à relever. Par la suite, quand vous voyez le diagramme, les petits bonhommes qui sont en couleur sont des élèves engagés et ceux qui sont en noir et blanc sont des élèves désengagés. Donc, la première case tout près des élèves qui sortent de l'autobus, c'est la 5e année. Et jusqu'au bout de la ligne, vous avez la 8e année. Puis ensuite, ça descend. Ici, vous avez 9e année, 10e, 11e, 12e. Je vois que les pourcentages sont quand même assez clairs. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un déclin. En 5e année, on estime qu'il y a 82% des élèves qui sont dits engagés à l'école, engagés intellectuellement. Quand on arrive en 8e année, on est rendu à 57%. Puis en 12e, on est à 45%. Ça veut dire que l'élève vieilli devrait devenir plus engagé, plus responsable dans ses décisions de choix de cours pour planifier ses études postsecondaires. Mais c'est le contraire qui est en train de se produire. Les élèves se désengagent. Les diagrammes qui sont complètement à droite en haut, le 71% désigne le sentiment d'appartenance à son école. Okay? Donc, je trouve ça quand même alarmant. Est-ce que tu es fier d'être un élève de Samuel Genet? On a des sondages dans notre conseil aux 2 ans pour mesurer ça. Nous, on est au-delà de 71%, mais on n'est pas à 100% non plus. Okay? Puis il y a des élèves qui nous disent carrément, je vais à l'école ici parce que c'est mon école de secteur, ou je vais à l'école catholique parce que mes parents ont choisi que j'aille à l'école catholique. Donc, on doit composer avec ça aussi. Le diagramme du bas, c'est vraiment le niveau d'engagement dans des activités sportives ou des clubs. Okay? Et la donnée, elle est à 65% ou 56%? 66%. Okay? Et ça, pour moi, c'est inquiétant. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup d'activités après l'école. Okay? L'école est pleine de monde après l'école. Les élèves participent à des pratiques sportives, des joutes sportives, des pratiques de théâtre ou des clubs d'improvisation. Mes enseignants sont très engagés pour coacher des équipes sportives, organiser des tournois, des joutes interscolaires et tout. Donc, et pour moi, ça c'est important parce que souvent, cette vie scolaire, nous on appelle ça comme ça, c'est la façon d'aller chercher un élève qui ne cadre pas dans un cadre traditionnel d'école. Et je me suis souvent entendue aller voir un entraîneur pendant ses essais et lui dire « Je vois que Jérémy est ici aux essais, j'espère qu'il y a des capacités parce que je vais te demander de le prendre dans l'équipe. » Mais pourquoi? Parce que Jérémy n'aime pas l'école. Puis s'il joue au volleyball, je pense que ça va l'accrocher à l'école. Donc là, on fait une entente. Si l'élève n'a jamais joué au volleyball de sa vie, il ne prendra pas, puis je vais comprendre. J'ai des coachs très compétitifs. Mais s'il y a des capacités, puis un potentiel, le coach va le prendre. Puis il va dire oui, parce qu'il est dans cette culture-là. Chez nous, on a ce réflexe de prendre l'élève sous notre aile pour dire « Je t'aime, tu es à moi et tu vas réussir ici. Puis je vais tout faire pour que tu réussisses. » Donc, quand je vais voir l'entraîneur, je sais que je vais avoir à négocier, mais il va accepter. Puis s'il ne peut pas le prendre, il va l'enrôler dans autre chose. Okay? Les sports du midi, il va aller lui rappeler pendant son cours de français. Il y a du volleyball ce midi, juste pour le plaisir. J'aimerais ça que tu sois là. Parce qu'il n'a pas pu le prendre pour l'équipe de volleyball. Le fait aussi qu'on est une école très multiculturelle, avec beaucoup de nouveaux arrivants
qui ont souvent vécu des choses difficiles avant d'arriver. Ça a aussi beaucoup nourri cette culture de dire « je te prends sous mon aile, je vais t'aider. Oui, ton père est encore au Congo. Ben, je suis ton papa pendant la journée scolaire. Je suis ta maman pendant la journée scolaire. » Donc, on a cette culture-là qui me permet d'aller demander aux enseignants d'en faire un petit peu plus. Est-ce que toutes nos écoles secondaires ont cette même culture qu'à Samuel Genet? Pas tout à fait, je vais vous avouer, parce que moi j'ai enseigné ailleurs et comme conseillère pédagogique, je me suis promenée dans toutes les écoles secondaires régulièrement. Puis je vous promets qu'à Samuel Genet, ce que chez nous on appelle le caring, la sollicitude, c'est phénoménal. Donc je sais que si jamais mon surintendant me disait l'année prochaine, tu vas aller travailler à une autre école que voici, j'aurais peut-être pas le même niveau exponentiel de caring, mais je saurais comment le travailler puis le développer. OK? Donc, pour moi, le niveau d'engagement, c'est très important. On a un cadre de référence au conseil. On a créé notre propre cadre de référence avec les années. Il y a beaucoup de documents que vous voyez là, incluant la présentation, que j'ai tout mis dans un fichier Drive et qui va vous être partagé. Donc, vous allez avoir accès à tout ça, incluant le diagramme avec les petits bonhommes engagés, désengagés. Donc, malgré les talons hauts, je ne peux pas me rendre aussi haut que ça. Donc, ceci, c'est notre pyramide d'intervention. Lorsque j'étais conseillère pédagogique, on a énoncé la volonté de se créer une pyramide d'intervention. Donc, on a commencé à travailler là-dessus en 2005. On a fait paraître en 2007 une première version pour se rendre compte qu'on avait fait certaines erreurs, certains oublis. Et cette version ici, c'est la plus récente qui est parue en 2010 et n'est pas en cours de révision. On est encore très satisfait de notre cadre de référence. Donc, je vais commencer à vous expliquer notre cadre de référence, la pyramide, en vous parlant des pourcentages que vous voyez à la droite, donc le 80, 15 et 5. Alors, ces pourcentages-là viennent d'une recherche par deux frères qui s'appellent les frères Fuchs, à bien prononcer, c'est dangereux, qui disaient que lorsque l'enseignement en salle de classe est dispensé de façon efficace et optimale, on devrait répondre aux besoins de 80% des élèves. OK? Puis nous, on s'est dit, mais c'est excellent. Sauf que, on ne peut pas commencer à dire ça dans les écoles et pas définir c'est quoi un enseignement optimal. Donc, on a épluché des recherches, d'innombrables recherches, plusieurs aux États-Unis, mais certaines canadiennes aussi. Et puis, dans le fond, on s'est servi de ce prétexte-là pour répertorier ce qui était perçu comme un enseignement efficace. OK? Alors, le B, c'est pour base, donc la base de la pyramide, renferme toutes les interventions jugées optimales en enseignement. Donc, l'enseignant, pour qui c'est vrai que 80% de ses élèves réussissent, il fait quoi pendant la période? Qu'est-ce qui fait que l'autre à côté ne fait pas? Ou qu'est-ce qui fait de différent, ou de mieux, ou de plus? Donc, on est allé éplucher tout ça. Et puis, on a rédigé, si vous voulez, un document. Les morceaux que vous voyez en dessous, ce sont des piliers. Donc, ce sont des morceaux qui se retrouvent, oui, à la base, mais aussi au soutien qui se situe au-dessus. Donc, parce que c'est peu lisible, je vais vous préciser quand même, le pilier de gauche, c'est la gestion de classe. Facteur numéro 1, okay? Parce que tu peux avoir de très bonnes stratégies d'enseignement, mais si les élèves courent sur les bureaux, tes stratégies ne serviront pas à grand-chose. Alors, gestion de classe, gestion d'enseignement et d'apprentissage, et gestion de curriculum. Donc, ça, c'est important tout au long de la pyramide, et on va retrouver ça dans le document. En dessous, vous avez l'évaluation au service de l'apprentissage, qui est aussi très importante, et je vais en parler davantage lorsqu'on va embarquer dans le thème des cas. Okay?
Alors, naturellement, l'enseignant le plus efficace va quand même avoir un pourcentage d'élèves pour lesquels cela ne conviendra pas. Okay? Donc, on ne comblera pas les besoins de tous les élèves, ça nous en laisse 20%. Donc, nous, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a répertorié les prochaines étapes à faire en 3 soutiens. Donc, le soutien 1, intervention préventive, soutien 2, intervention ciblée, et soutien 3, intervention exceptionnelle. Okay? Dans le drive qui va vous être partagé, vous allez avoir non seulement cette image-là, mais tout le document, okay, qui a au-delà de 10 pages. Là. Donc, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc, un élève pour qui ça ne va pas en classe, on va passer au prochain soutien. Donc, ce document-là, ce qu'il dit, c'est tu fais quoi là, quand tu n'as plus rien dans ton pack-sac, et tu ne sais plus quoi sortir de ton chapeau pour aider l'élève, tu fais quoi? À quel moment est-ce que tu devrais appeler la conseillère pédagogique? Parce que chez nous, c'était comme, je ne sais pas quoi faire avec l'élève. Ouais, peux-tu m'aider? OK, ben, je ne comprends pas dans quoi ça s'insère, cette demande-là. Puis là, ben, cette personne-là demandait à son superviseur, je peux y aller. Puis là, lui, il disait, ben oui, mais qu'est-ce qui a été fait avant? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Alors, on n'avait pas de protocole. Tout le monde appelait n'importe qui, n'importe quand. Et ça faisait en sorte que c'était complètement irrégulier. Donc, moi, peut-être que j'étais dans ma classe, puis quand j'avais un petit 20%, là, j'essayais quelques petites choses, puis je me disais, tu sais, je suis capable, je vais aller consulter mon collègue. Mais celui dans la classe à côté, quand il y avait un petit coco qui ne fonctionnait pas, ben lui, tout de suite, là, il allait appeler tout le monde, tu sais. Et c'était comme, c'est n'importe quoi. Et nous, on voulait vraiment s'assurer que nos services au service pédagogique étaient bien utilisés, OK? Avec une uniformité. Puis ça, c'était notre façon d'uniformiser ça. Donc, c'est spécifié. Au soutien 1, tu collabores avec qui? Ça ne fonctionne pas. OK, au soutien 2, qui est-ce que tu ajoutes à la table? La conseillère pédagogique, la direction de l'école, et ainsi de suite. OK? Donc, un élève comme ma petite Frédéric se serait rendu au soutien 3. Elle a eu une identification. Elle a eu un diagnostic de trouble du déficit de l'attention. Et donc, on a rédigé un plan individualisé pour elle. OK? Il y a des élèves qui se rendent en haut de la pyramide qui finissent par avoir un placement, par exemple, en classe distincte. OK? Donc, c'est comme une carte routière pour s'occuper de tous les élèves. Et je pourrais vous parler de ça très longtemps, mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pour situer où est-ce qu'on met les cartes là-dedans. Les communautés d'apprentissage professionnel, elles sont où? Elles sont dans la base. Un enseignant efficace collabore avec ses collègues sur une base régulière, avec un cadre de travail précis. OK? Donc, c'est très important que ce soit écrit dans ce cadre-là, parce que pour nous, ça fait partie des interventions optimales. Donc, de la pyramide, moi, je vais vous parler de 2 choses aujourd'hui. Je vais vous parler des communautés d'apprentissage professionnel, donc l'acronyme CAP, qui est devenu un mot utilisé très couramment. J'utilise également le terme équipe de collaboration. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, la communauté d'apprentissage professionnel, c'est l'ensemble du personnel de l'école. Okay? Ce n'est pas uniquement les enseignants. Moi, je fais partie de la communauté d'apprentissage professionnel. Les enseignants, les éducateurs, l'orienteur. Et moi, je pousse la note un peu plus loin. La dame qui travaille à la cafétéria, elle fait partie de la communauté d'apprentissage professionnel. Elle ne vient pas s'asseoir à nos rencontres, mais voici comment elle fait partie de la communauté. Si j'ai un élève qui ne va pas bien, mais pas du tout, il ne vient pas à l'école parce que ça ne tente pas. Puis ses parents poussent, mais ça ne marche pas. Donc, je le vois 2 jours par semaine. Là, je me dis, bon, comment est-ce que je vais accrocher cet enfant-là? Puis ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre dans le personnel, puis on se dit, on va creuser la situation. Qu'est-ce qui va aller chercher cet enfant-là? Puis on découvre que cet enfant-là aime faire à manger. Mais moi, je vais aller voir France à la cafétéria, puis je vais lui dire, si elle est ouverte à accueillir un élève, si je lui fixe un objectif et qu'il atteint son objectif, si elle est disposée à l'accueillir pour qu'il puisse aider une journée à la cafétéria, ça serait sa récompense.
Elle va me dire oui, parce qu'elle est dans notre culture. OK? Donc là, moi, je vais aller voir cet élève-là, puis je vais lui dire, ah, ton assiduité, hein, on va regarder ça ensemble, on regarde le calendrier. C'est pas reluisant. Non, j'aime pas ça l'école, madame. OK. Puis moi, je suis chanceuse, les élèves me parlent énormément. OK? Donc là, on discute de ça. Puis là, je dis, bon, vas-tu en moyenne, t'es ici 2 jours semaine. Il faudrait peut-être se fixer un objectif. J'aimerais ça que tu viennes 3 jours la semaine prochaine. Ouais. OK. OK. Puis la semaine d'après, on pourrait s'essayer pour 4. Sure, madame. Mais tu sais quoi? Si jamais tu atteignais ton objectif, là, aimerais-tu aller travailler à la CAF la 4e journée? Si tu viens la 4e journée, là, tu pourrais aller travailler à la CAF toute l'avant-midi, puis aider Mme France à préparer le dîner. Ah oui, je pourrais faire ça? Oui, Mme France, elle est bien d'accord avec ça. Puis je sais que tu aimes ça faire à manger, ton prof me l'a dit. Ah, OK. Là, on appelle les parents, puis là, les parents voient une petite lueur d'espoir, puis il y en a, on n'en voit pas, mais ça dépend de la situation à la maison aussi. Donc, France, à la cafétéria, fait partie de la communauté d'apprentissage. Elle ne va pas venir analyser des données aux rencontres, là. Mais je peux l'utiliser comme un ami pour aider un élève, pour lui donner un petit encouragement. Donc, la communauté, c'est tout le monde. Et les équipes de collaboration, ben, ce sont les différentes équipes, les profs de français, les profs d'histoire, les profs d'éducation physique et tout, qui vont se rassembler pour travailler ensemble. Ce dont je vais parler un petit peu plus tard. OK? Donc, le programme, la CAF s'insère à la base et le programme axé sur la réussite des élèves, carré, s'insère au soutien, intervention préventive. OK? Ce programme-là, je vais en parler un petit peu plus tard, s'adresse à des élèves à risque qui n'ont pas une identification formelle qui relève de l'enfance en difficulté. OK? Je vous expliquerai un peu comment ça nous est arrivé, cette initiative-là. Mais ce sont les 2 grands thèmes que je vais élaborer aujourd'hui et que je voulais les insérer dans notre cadre d'intervention de pyramide. Le concept d'une pyramide d'intervention, vous connaissez ou vous ne connaissiez pas? Non? OK. Donc, c'est quoi une CAP? Une CAP, c'est une communauté apprenante. Ce sont des gens qu'on va regrouper, des professionnels, pour qu'ils amorcent une pratique réflexive et pour qu'ils utilisent leur quotidien pour alimenter cette pratique réflexive-là de façon régulière. OK? La collaboration, c'est une norme de la profession chez nous. OK? On a un ordre des enseignants en Ontario. Alors, l'ordre octroie les brevets d'enseignement. On appelle ça la carte de compétences. Et l'ordre est là pour protéger les intérêts des élèves et des parents. Donc, on n'a pas à travailler énormément avec l'ordre des enseignants pour être franc avec vous. Mais si un enseignant faisait une gaffe extraordinaire en salle de classe, un parent logerait une plainte à l'ordre ferait une enquête et pourrait retirer le brevet de l'enseignant. OK? Oui. Choc numéro 1. Donc, là où c'est très utile pour nous, c'est que, noir sur blanc, l'Ordre a élaboré des normes de déontologie et des normes de la profession. Et c'est écrit dans les normes que l'enseignant doit collaborer dans une communauté d'apprentissage professionnel. Donc, si j'avais un enseignant qui me disait « ça ne m'intéresse pas, la CAP, et je ne veux pas y participer », ma première réponse serait « mais c'est dans les normes de la profession. » Donc, j'irai avec cet outil-là d'abord et avant tout. L'ordre qui t'a donné ton brevet s'attend à ce que tu collabores avec tes collègues. Puis le syndicat nous appuie aussi. OK? Choc numéro 2. Puis le syndicat ne ferait pas la même présentation que moi, là, on s'entend. Ils ont des modalités, ils ont des paramètres. Et les gens qui résistent encore vont appeler le syndicat pour poser des questions. Mais dans la convention collective,
il y a des modalités sur la communauté d'apprentissage professionnel. Donc, c'est dit que c'est ça que tu dois faire. OK? Donc, c'est pas utile pour nous d'avoir les normes de la profession pour pouvoir faire une intervention. Okay? J'ai aussi déposé les normes dans le Drive pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et puis, il n'empêcherait aucunement une organisation de se faire des normes, quitte à ce que ce soit fait par un ordre. Parce que je comprends qu'ici, il n'y a pas d'ordre pour les enseignants. C'est ça? Ouais. Donc, il y a le chercheur principal au niveau des casques s'appelle Richard Dufour. C'est un Américain. Il a sa femme aussi qui participe grandement à toutes les recherches, donc Rebecca Dufour, et un fidèle collaborateur et ami de M. Dufour, oui c'est ça, Robert Eaker. Okay? Tout livre que vous pourriez trouver sur les communautés d'apprentissage écrit par ces 2 ou 3 personnes-là va être une référence exceptionnelle. Okay? Ils ont traduit plusieurs livres en français aussi. Donc, j'aurais aimé en apporter plusieurs, mais avec la valise, l'avion, il fallait que je me limite. Mais ils sont très faciles à trouver. Ça prenait de la place pour les souliers. Donc, mais c'était lourd, hein? On confirme? Oui. Donc, M. Dufour, que j'ai entendu parler plusieurs fois dans des conférences, dit tout simplement que la collaboration, c'est pas une option. Et lui le présente comme refuser de collaborer, c'est une faute professionnelle. Et quand j'ai entendu ça, moi j'ai dit wow, une faute professionnelle. Puis, j'aurais pas besoin d'utiliser ces mots-là avec quelqu'un qui serait en résistance, mais s'il fallait, je le fais. OK? Donc, M. Dufour, lui, était directeur aux États-Unis, à Chicago, dans l'État de l'Illinois. Et c'est lui qui a instauré les CAP pour la première fois dans une école secondaire. Son école est énorme, okay? À un point tel que, comme chez nous, on a des surintendants. Okay? Le surintendant, son bureau est dans l'école. C'est comme un conseil scolaire dans un édifice. Okay? Alors lui, ça fait plus de 40 ans qu'il a mis ça en place dans cette école-là. C'est rodé comme vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un idéal à atteindre que nous, on cherche encore à voir là, au loin. Et M. Dufour, quand il a commencé à brasser ces idées-là, il a dit à son surintendant, j'ai besoin de l'argent pour faire ça. Je ne sais pas s'il voulait faire son argent, mais ça, c'est pas important. Le surintendant lui a dit, c'est big ce que tu veux faire et c'est big ce que tu me demandes. Donc, on va faire un marché. Tu vas le faire. Je crois en toi. Mais quand ça va marcher, tu vas ouvrir tes portes à la communauté pour montrer ce que tu as fait. Et donc, encore à ce jour, cette école ouvre ses portes une fois par mois à des visiteurs de partout à travers le monde qui veulent voir à quoi ça ressemble les CAP. Okay? L'école s'appelle Adlai Stevenson. C'est en banlieue de Chicago. Je suis allée là. C'est incroyable. Puis, ce qu'eux ont réussi à faire, que nous, on garde encore, c'est avoir des équipes pleinement autonomes qui savent toujours ce qu'il y a à faire et des élèves qui ont compris cette culture-là. De dire, en ce moment, mes enseignants collaborent et moi, je vais aller à tel endroit, puis je vais aller travailler sur mes affaires. Puis, il y a un prof là qui va m'aider. Mais ils arrivent d'eux-mêmes avec du travail. C'est pas là, ben je veux que tu fasses ça cette période-là, je veux que tu travailles tes maths, tes fractions, tu as un test jeudi. Les élèves le savent. C'est la période CAP cette semaine, je m'en vais là, puis moi je vais travailler mon projet d'histoire. Puis on se promenait dans les corridors, il y avait du tapis, ok? Les élèves sont tellement bien élevés, il n'y a aucun problème. Les élèves étaient assis partout, travaillaient dans un silence absolu. Puis moi, je me disais, mais c'est une mise en scène. Mais c'est pas comme ça. Puis tu rentres dans les classes où les profs travaillent,
Puis c'est comme si tu n'étais même pas rentré, eux autres, ils continuent, puis tu peux poser des questions, puis ils vont répondre. Mais c'est vraiment, là, c'est utopique, là. Mais ça fait 40 ans qu'ils travaillent là-dessus. Okay? Nous, ça fait 10 ans qu'on a déjà fait des progrès énormes. Et l'avantage qu'on a, et je vous inclus là-dedans, c'est qu'on peut se fier à une foule de littérature qui a été écrite par des gens comme lui, qui ont fait toutes les gaffes avant nous autres. Et donc, nous, on peut bénéficier de ça. Donc, je ne veux pas que vous imaginiez que ça va prendre 40 ans à voir des changements. Okay? Cette semaine, en écoutant des gens parler, je me suis rendu compte de nouvelles choses, de « Oh mon Dieu, on n'a plus ça chez nous, ça fait pas si longtemps que ça. » Donc, c'est encourageant. Je ne veux pas que vous pensiez que ça va prendre 40 ans. Donc, c'est quoi la carte routière d'une équipe? Okay, parce que j'ai mentionné tantôt qu'une équipe de collaboration doit avoir un cadre de travail précis. Là, je vous donne un cadre de travail imprécis. Parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui d'aller voir un cadre de travail précis, sauf qu'il va y en avoir pour vous de l'information dans le drive qui va vous être partagée. Ça, c'est une toile de fond. Okay? Donc, essentiellement, une équipe de collaboration qui est en rencontre devrait travailler autour de ces questions-là. Qu'est-ce que les élèves apprennent? Comment est-ce qu'on le sait qu'ils l'ont appris? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas appris? Et qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui savent déjà tout ça? OK? Donc, puis, j'essaie pas de vous dire là, qu'ils écrivent cette question-là et ensuite ils y répondent. C'est juste que l'objectif, c'est que ça devienne la toile de fond de toutes les rencontres. OK? Alors, comme vous pouvez voir, l'outil dont on dispose pour travailler avec ces questions-là, c'est nos tâches d'évaluation. Okay? Qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent? On va déterminer ça quand on va créer une tâche ensemble. Comment est-ce qu'on va le savoir? On va faire ça quand on va analyser les résultats des tâches. Okay? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas fait les acquis? Bien ça, on va faire ça en regardant les tâches. Pas juste les notes finales des tâches. Parce que nous, on évalue par compétence, comme vous. Mais ce n'est pas suffisant. Nous, on a une compétence, par exemple, qui s'appelle l'habileté de la pensée. Pas suffisant de dire, waouh, cette évaluation-là nous démontre que les élèves ont vraiment eu de la difficulté avec l'habileté de la pensée. Allons voir les tâches. Allons voir où les élèves ont eu les difficultés. Parce que c'est ça qu'il faut adresser. OK? Si vous mettez des gens ensemble dans une pièce et vous leur demandez de collaborer, ils vont faire quelque chose. Mais il y en a qui vont rien faire. Okay? Soyons honnêtes. Ils vont faire quelque chose pour la plupart. Mais la question qu'il faut toujours se poser, c'est ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que ça a un impact sur la réussite de l'élève? Je vais vous donner un exemple de mon vécu. Quand les CAP ont vraiment débuté à peine dans notre conseil, moi j'étais enseignante à Béatrice-des-Loges, qui est une école en banlieue d'Ottawa. Puis là, le directeur nous a annoncé à un moment donné que régulièrement, on aurait du temps pour travailler ensemble. OK. Donc, on se réunit. Moi, j'enseignais en 7e année à l'époque, et on était 4 enseignants de 7e année dans cette école-là. Fait que ce qu'on a fait, c'est, ben, amène ton cartable d'histoire, je vais amener le mien. On va comparer nos affaires. Peux-tu me montrer ton projet pour évaluer la guerre de 1812? Puis j'aimerais ça voir si tu l'enseignes mieux que moi. OK. Bien, toi, pourrais-tu me montrer ta façon d'enseigner les rébellions? OK, mais, tu sais, on est qui pour dire que moi, j'enseigne mieux que toi? OK? OK, ben, on va faire des photocopies. Je vais copier ton projet d'histoire, puis moi, tu peux copier le mien. Merveilleux, on sort de là, on a des nouvelles ressources, on est content. Est-ce qu'on a un impact sur la réussite des élèves? J'en ai aucune idée. Encore à ce jour, je ne peux pas vous dire si ce moment de collaboration-là a eu un impact sur la réussite des élèves. J'ai pris le projet de ma collègue Annie pour la guerre de 1812, mais qui sait, peut-être que les élèves réussissaient mieux quand je l'enseignais à ma manière avant. On n'a pas regardé de preuves pour déterminer qu'est-ce qui posait un problème et qu'est-ce qui était à réaliser dans notre enseignement. Okay? Donc, c'est là que ces questions-là viennent recadrer le travail. Okay? Mais comme je disais, c'est une toile de fond très générale. Okay? Dans un autre contexte ou un autre moment, on pourrait parler de cadre de travail plus précis. Pourquoi
pourquoi est-ce qu'on a choisi la CAP chez nous? Donc, il y a des raisons logiques, j'appelle ça des raisons de tête. On pourrait arriver ici et probablement remplir la pièce de recherche imprimée qui démontre l'efficacité des cartes. Puis si vous en cherchez, vous n'aurez pas de mal à en trouver. Okay? Vous n'avez qu'à chercher avec ces noms-là, puis vous allez trouver tout ce que vous cherchez. Puis il y a un paquet d'autres personnes qui ont emboîté le pas dans la même veine. Okay? Je vais vous nommer quelques personnes tantôt. Donc, on pourrait sortir les recherches puis démontrer ça. Chez nous, on peut dire le ministère s'est engagé là-dedans. Le ministère a déployé de l'argent pour ça. L'ordre est en j'allais dire en board, là. L'ordre est en marche. L'ordre embarque là-dedans. Le syndicat embarque. Donc, c'est des raisons de tête. OK? Mais ce qui m'intéresse davantage, moi, c'est les raisons du GBS. Vous savez ce que c'est le GBS? Non. C'est le gros bon sens. Le gros bon sens. Le GBS est beaucoup plus important et intéressant que ce que le ministère dit. Envoyez pas cette vidéo au ministère. Je veux pas qu'il sache déjà ça. Donc, au niveau du gros bon sens, la pratique réflexive, c'est un levier très puissant pour améliorer l'apprentissage. Quand on a une équipe d'enseignants dans une pièce, on a presque certainement 100% toutes les expertises dont on a besoin. C'est juste qu'il faut se donner un contexte et un moment pour les partager. Okay? Moi, comme enseignante, j'avais des forces, mes collègues en avaient d'autres, et j'avais besoin de cheminer en sachant comment eux ils faisaient les choses. On avait besoin d'apprendre ensemble. Okay? Vous êtes tous déjà allés à des formations, n'est-ce pas, pour une journée, là? Puis probablement que ça vous est déjà arrivé aussi d'aller à une formation tout seul, okay? Quand vous étiez enseignant, ou même direction, ou conseiller pédagogique. Okay? Donc, on va à une formation. On revient de la formation, on est tout feu, tout flamme. C'est comme un pingouin qui saute partout. J'ai des idées, là, je suis excitée, je vais changer tout ce que je fais en salle de classe. La formation est vendredi en plus, là. Je suis heureuse, moi c'est vendredi, j'ai fini la semaine avec une formation phénoménale. J'arrive lundi, la cloche sonne, tout est fini. Le reste, c'est cool. Ma correction m'attend, j'ai ma planification, il faut que je fasse mes photocopies, et ainsi de suite. J'ai un élève qui est en crise d'anxiété, mon collègue est absent, il faut que j'aille aider pour préparer ses affaires pour le suppléant. Et là, la formation, la flamme est éteinte. OK? Puis, j'ai rien contre les formations. J'en ai donné pendant 7 ans, j'adore ça. Je suis à des formations couramment. Puis, j'ai besoin de ça pour ma flamme. Mais de quoi d'autre j'ai besoin? J'ai besoin de vivre ça avec quelqu'un. OK? Quand on pense à vivre un changement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un triangle. Il y a 3 affaires, mais le triangle n'est pas important. Okay? Il y a vraiment 3 dimensions pour effectuer un changement. Il y a une dimension qui est affective. Okay? Donc, quand on va à une formation et que déjà quand on nous présente le menu du jour, on voit que ça correspond à nos valeurs et à nos besoins, la porte est ouverte. Okay? Puis la porte de l'apprentissage la plus importante, c'est la porte affective. Donc, nous, on dit à la maison que la switch est à on. Okay? L'interrupteur, il est en haut. Okay? Quoi que j'ai vu ici des interrupteurs qu'il faut mettre en bas pour allumer. Alors, la switch est en bas. Affectif, fantastique. Il y a une dimension qui est cognitive. C'est sûr que pour que la flamme reste allumée au minimum ou prenne de l'ampleur, je dois écouter ce qu'on me dit et le comprendre et l'intégrer. Puis pouvoir faire des liens avec ce que je vis, ce que je veux faire et tout ça. Mais la 3e dimension, qui est la plus importante, c'est la dimension collective. Quand tu vas à une formation et que ces 2 dimensions-là sont comblées, mais que tu reviens à l'école et que tu n'as personne à qui en parler, c'est là que la flamme s'éteint. Et puis moi, je peux revenir puis je peux dire, hey, je vais aller voir là, ma collègue Valérie, puis je vais lui raconter la formation. Mais elle n'était pas là. C'est comme raconter un film à quelqu'un, puis il n'a pas vu le film, puis c'est pas la même affaire. Puis elle est en train de se dire, la cloche sonne dans 5 minutes, puis j'ai pas fini de
préparer mes affaires. Puis Caroline est juste trop excitée. Fait que je vais pas lui couper la parole, mais j'ai pas le temps pour ça. Donc, on n'est pas en train de partager pour de vrai. OK? Donc, là où je veux en venir avec ça, c'est que quand la carte devient un endroit pour apprendre ensemble, on a toujours ça qui est comblé. Les besoins, on les cible ensemble. Donc, en principe, l'affectif devrait être ouvert. Puis si je ne comprends rien de ce qui se passe, c'est parce que je n'enseigne pas la bonne matière. Okay? Donc, ça correspond, ça parvient plutôt à toujours combler cette dimension-là de l'apprentissage. Okay? Donc, apprendre ensemble, c'est un levier puissant et c'est juste le gros bon sens. Okay? Collaborer pour l'intelligence collective. J'ai lu ceci dans certains des documents qu'on m'a envoyés avant de venir ici. Puis, c'est vrai qu'un groupe est toujours plus intelligent que l'individu le plus intelligent dans le groupe. C'est un fait. Donc, j'arrive à la question à la fin. C'est quoi qu'on a à perdre de travailler ensemble? On n'a rien à perdre. Puis, il y a des domaines, des professions, des métiers où c'est tout naturel. Mais quelque part en éducation, on a perdu ça à un moment donné. C'est devenu une question de « je suis dans ma classe, mêle-toi pas de mes affaires, j'enseigne. » La porte fermée. Oui, j'enseigne, mais eux apprennent-ils? OK? Puis cette question-là, je ne devrais pas me la poser seule. OK? On est rendu à choc numéro quoi? On est encore à 2, c'est pas sûr? OK. Tant que personne saigne, on est correct. Mon père disait toujours ça. Ça mal, si ça saigne pas, ça compte pas. Je veux vous parler un petit peu de comment les équipes sont composées chez nous. Et quand je dis chez nous, je parle de Samuel Genet. Et là, je vous parle du pavillon intermédiaire, donc premier degré, mais niveau 7e et 8e année. Okay? Alors, chez nous, on a élaboré un modèle. Puis là, il y a un choc qui s'en est qu'on appelle le modèle de la dyade. OK? Alors, X et Y, c'est une dyade. L'enseignant X, un élève de 7e ou de 8e année, va enseigner à la fois le français, l'histoire, la géographie et l'enseignement religieux. L'enseignant Y, de son côté, va enseigner les maths, les sciences et l'anglais. Okay. Et ensuite, on a un spécialiste pour les arts et un autre pour l'éducation physique. Donc, un élève qui arrive en 7e et qui évolue en 8e aurait en principe, parce que c'est pas une science exacte, 4 enseignants. Pourquoi on a décidé de faire ça? On a décidé de faire ça parce que nos élèves arrivaient à la fin de l'élémentaire ou du fondamental et ils arrivaient dans un contexte où il y avait un enseignant pour toutes les matières. Et là, jadis, ils arrivaient chez nous et ils pouvaient en avoir 7 ou 8. Pour une transition, c'est difficile. Okay? C'est difficile pour l'enfant, c'est difficile pour le parent. Donc, on s'est questionné à savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer de mettre en place des choses pour avoir une meilleure transition pour les élèves, une transition saine. Et donc, il a fallu réfléchir à un mariage de matières. Et là, je sais, vous regardez l'enseignant X, vous vous dites, ça va, c'est plus connexe, OK? Il y a des liens à faire. Mais chez nous, un enseignant n'enseigne pas nécessairement ce pourquoi il a été formé uniquement. OK? Moi, j'étais une enseignante X. Mes matières enseignables, comme on dit chez nous, sont le français et l'anglais. Un jour, mon directeur m'a dit, l'an prochain, tu enseignes l'histoire, la géographie et l'enseignement religieux également. J'aurais dit, my good galoche. C'est mon patron. J'ai posé les autres toute la semaine, mais là, je suis assez à l'aise. Donc, j'étais vraiment en choc. Mais chez nous, c'est ça. Il n'y a pas de garantie que tu vas enseigner ta spécialité. Okay? Mais là, vous regardez la brochette de l'enseignant Y et vous vous dites maths, sciences, OK,
anglais, vraiment. Et puis, il y en a qui ont dit ça chez nous aussi. OK? J'ai habituellement pas de questions. Si un nouvel enseignant arrive puis il est un X, ça va. S'il est un Y, j'ai plus fréquemment la question anglais, vraiment, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis la réponse chez nous, c'est les décisions sont prises pour assurer la réussite de l'élève et non pas pour rendre les adultes confortables. Ouais. Donc, ceci dit, cette phrase-là est toujours poursuivie par « t'es pas à l'aise d'enseigner l'anglais, tu vas avoir de l'aide. Tu as une équipe de collaboration qui peut t'aider. On a une conseillère pédagogique qui peut venir travailler avec toi. On a un responsable de dossier qui est comme un coordonnateur ici au secondaire, qui est une ressource humaine dans l'école, qui est là pour toi. Tu n'es pas seul. On va t'aider. OK? Mais ce modèle-là, qui date de plusieurs années chez nous, est une manifestation parfaite du fait qu'on prend les décisions en pensant à l'élève et non pas aux adultes. OK? Donc, tout ça pour dire que les équipes se composent comme ça. On a une équipe de collaboration d'enseignants X, puis souvent ils sont tous ensemble, 7 et 8, mais ils vont parfois se scinder, 7e, 8e. Mais ils travaillent essentiellement sur les mêmes choses. Puis, ils travaillent habituellement sur le français parce que la littératie est une priorité chez nous, au conseil comme à l'école. Les enseignants Y, c'est une autre équipe aussi qui peut se scinder en deux selon les niveaux. Et eux, habituellement, travaillent en mathématiques. Okay? À moins qu'on verrait un besoin ailleurs. Les spécialistes d'art travaillent ensemble. J'ai 2 enseignants d'art. Okay? Et les enseignants d'éducation physique, j'en ai 4 et eux collaborent ensemble. J'ai aussi une équipe de la réussite. Ça, c'est une équipe distincte. Okay? Qui se compose des personnes suivantes. L'enseignante ressource. Ça va, cette terminologie-là? Oui. L'orienteur. Mes intervenants du PANA. Le PANA, c'est le programme d'appui aux nouveaux arrivants. Okay? Donc, j'ai des intervenants qui sont là pour prendre sous leur aile des élèves qui sont des nouveaux arrivants et qui ont besoin d'appui ou de mise à niveau, ou même d'appui au niveau d'intégration au Canada. Okay? Alors, j'ai mes intervenants du PANA qui sont là. J'ai mes intervenants du PARE, alors programme axé sur la réussite des élèves, pour nos élèves à risque qui ne relèvent pas de l'enfance en difficulté. Okay? Donc, ici, c'est vraiment une personne qui porte le chapeau EED, enfance en difficulté, alors que cette personne ici porte le chapeau des élèves à risque. Donc, les enseignants ressources, ce sont des personnes qui travaillent surtout ou pas avec les élèves qui sont identifiés et diagnostiqués avec un trouble spécifique. C'est ça. Mais ils sont dans une classe qu'on appelle le centre de la réussite. Les élèves qui ont un diagnostic sont intégrés en classe régulière et vont au centre aux besoins. Okay? Par référence de l'enseignant. Mais on a aussi des élèves qui sont très bons au niveau de l'autorisation qui vont dire à l'enseignant « J'aurais besoin d'aller au centre de la réussite pour travailler là-dessus, s'il vous plaît. » Il y a des élèves qui vont là pour avoir un endroit plus calme. Quand il y a des travaux de groupe, c'est trop bruyant, ils vont là. Et le centre n'est pas uniquement disponible pour ces élèves-là, mais c'est le mandat premier. Et ce sont des personnes qui ont une spécificité particulière, ces enseignants ressources? Ils ont une qualification en enfance en difficulté. OK? Donc, il y a ces personnes-là, il y a moi qui participe à cette rencontre-là. Et il y a des leads, et je vais expliquer ceci, en littératie et en numératie. Je vous explique ce que c'est un lead. Okay?
Alors, depuis quelques années, la littératie et la numération ont été ciblées comme des priorités au niveau du système. Et on nous octroie chaque année de la dotation pour donner à un enseignant qui aura un rôle de leader pour les initiatives de leadership et les initiatives de littératie et de numératie. Ce que ça signifie, c'est que j'ai quelqu'un dans mon personnel en ce moment qui est à 0,42, en temps non contact. Okay? C'est-à-dire que pendant ce temps-là, dans son horaire, il n'y a pas d'élèves qui arrivent dans la classe de la personne. Okay? Cette personne-là, c'est aussi une des enseignantes d'art. Okay? Donc, elle est le reste de sa tâche est en art, elle enseigne, et le reste du temps, elle n'a pas d'élèves qui viennent dans sa classe. Donc, quel est son rôle? Son rôle premier, c'est d'accompagner ses collègues avec des initiatives de littératie. Il faut comprendre que, et ici on parle de Joël, je vais vous parler beaucoup de Joël. Joël, c'est mon lead en littératie. Vous savez, tantôt je parlais de l'information, puis de revenir du feu de flamme, puis le pingouin qui saute partout, qui veut tout faire, qui va tout intégrer. Joël est comme ça. Okay? Joël, avant formation, c'est confié, intégré, c'est exactement ce qu'elle va faire avec ça. La différence avec Joël, c'est que sa flamme ne s'éteint jamais. Donc, quand elle arrive le lundi, elle met tout en place. Okay? Elle était une enseignante X auparavant. Elle était une enseignante X extraordinaire. Mais c'est une artiste exceptionnelle. Donc, à un moment donné, il y a eu une opportunité pour qu'elle ait des cours d'art. Puis, on lui a octroyé des cours d'art. Sauf que, on a vu en elle la personne parfaite pour être le leader en littératie. C'est français, lecture, écriture. Okay. Donc, Joël, par exemple, Joël, hier, a donné une formation à ses collègues sur des stratégies en lecture. Puis, c'est particulier parce que Joël a reçu une formation, puis elle pourrait l'animer le lendemain matin. Elle est comme extraordinaire. Okay? Donc, hier, oui, elle a donné de la formation à ses collègues. Elle avait des blocs libérés ce jour-là. On a payé de la suppléance. Les profs ont passé la journée avec elle. L'autre chose qu'elle peut faire, c'est un prof peut dire « Pourrais-tu venir dans ma classe pour faire un modelage de la stratégie de lecture dont tu m'as parlé l'autre jour? Tu m'as parlé de la phrase essai. J'aimerais voir à quoi ça ressemble. Puis, si tu es disponible plus tard ce jour-là ou le lendemain, j'aimerais que tu reviennes. Je vais l'enseigner puis tu me regarderas faire. OK? C'est pas comme à une fréquence élevée que les gens font ça, mais c'est disponible et elle en fait. OK? Donc, elle appuie ses collègues, c'est son rôle premier. Ce qu'on a ajouté qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle appuie ses collègues un peu par ricochet. Quand nous, on a une rencontre, là, ces gens-là, écrire de la réussite, on analyse des données. Okay? On ouvre la console. On fait des recherches. On veut voir en français tous les élèves qui ont 60% et moins. Puis là, ça nous sort des noms. Puis là, on ouvre le profil de cet élève-là. Oh, ça n'a pas bien été pour tel texte d'écriture. Donc, on est inquiet pour Amanda. Officiellement. On a des données, on nous le prouve. Hein? C'est pas une question de « je pense qu'on s'inquiète pour Amanda ». Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On en a de ça aussi. Mais on a des preuves pour démontrer qu'Amanda ne va pas. Puis c'est en français. Joël, tu as ton point 42, là, Joël, là, tu vas trouver une période, tu vas prendre Amanda, il faudrait que tu fasses une mise à niveau au niveau de l'écriture. Mais là, il va falloir que tu parles à l'enseignant pour savoir exactement où ça va pas. Okay? Est-ce que c'est la correction, la révision? Est-ce que c'est le remue-ménage? Qu'est-ce qui cloche? Okay? Joël à part. On va voir l'enseignant. Qu'est-ce qui se passe avec Amanda? Ben oui, son projet d'écriture, ça va bien été, voici ce qui s'est passé, puis là, le projet d'écriture, va tu telle affaire. Fantastique, je vais faire rendez-vous avec elle. Mais là, Joël veut optimiser son temps. Fait que là, on est là, on se dit, OK, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui, comme Amanda, a des besoins semblables. Là, on cherche. On fait des rendez-vous de cet élève-là. Donc, 2 jours plus tard, tu passes devant la classe de Joël. Joël est avec 6 élèves, dont Amanda. Puis elle fait de la mise à niveau. Quand elle a fini ça, elle envoie un compte rendu aux enseignants de ces élèves-là pour dire « Voici ce que j'ai fait. Voici ce que je te suggère de faire après. » Et puis là, des fois, ça génère des questions comme « Ben, tu as parlé de telle stratégie dans ton courriel, là. Il faudrait qu'on s'assied ensemble et qu'on en parle, parce que je ne sais pas certainement c'est quoi. Okay? » Donc, en appuyant les élèves, elle appuie aussi ses collègues. Okay? Donc,
et le rôle au niveau de la numératie, des mathématiques de Joanne, les Jojo, il est tout à fait pareil. OK? Donc, l'année prochaine, la dotation que j'ai reçue pour ça, elle a diminué. Puis Joëlle était très déçue parce que, malheureusement, le plan personnel, elle s'imagine que c'est parce qu'elle n'a pas fait du bon travail. Mais c'est pas ça, c'est circonstanciel. Toutes les écoles ont perdu de la dotation. Donc, on va pouvoir faire les choses autrement. Mais tout ça pour dire que ces gens-là, on est une équipe de collaboration également. On se rencontre à toutes les 2 semaines. On analyse des données, puis pour chaque élève dont on parle, on fait un plan. OK? Puis notre travail, c'est avant cette rencontre-là, parce que notre équipe est particulière, là, notre travail avant cette rencontre-là, c'est de penser, est-ce que j'ai une inquiétude pour quelqu'un? Et si oui, quand on va être en rencontre, on va ouvrir la console et on va regarder les données. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur la composition des équipes? Ça va? Au secondaire, c'est différent parce qu'ils n'ont pas le modèle XY. Ils collaborent par secteur. Okay? Donc, français, c'est une équipe. Histoire, c'est une équipe. Oui? Les rencontres tous les 15 jours de ces équipes-là, elles sont faites à quel moment? Ça, c'est une très bonne question. Donc, c'est inséré dans l'horaire. Okay? Parce que vous savez comme moi que si je demande aux enseignants de se rencontrer après l'école, ça n'arrivera pas. Et ce n'est pas nécessairement par mauvaise volonté. Après l'école, en moyenne, dans mon personnel intermédiaire, j'ai 4 personnes qui sont prises à coacher des équipes sportives. Je ne peux pas leur demander de faire 2 choses à la fois. Et puis, sans dire que la CAP n'est pas importante, c'est une sérieuse décision de dire ben, tu vas couper tes pratiques en 2 parce que là, je suis en train de nuire à l'élève. Donc, on les a insérés dans l'horaire. Donc, notre horaire du lundi, mardi, jeudi et vendredi est de 4 périodes de 75 minutes. OK? Donc, ça, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, on fait 5 périodes de 60 minutes à la classe. Oups. OK? Donc, ça, c'est des cours. Et ça, c'est la carte. Donc, ce qui se passe, c'est que cette semaine, aujourd'hui, mes enseignants X sont en rencontre, ainsi que mes enseignants d'or. OK? Pendant ce temps-là, les élèves sont dans des classes avec les enseignants Y et les enseignants d'éducation physique et toutes ces personnes-là qui ne sont pas en rencontre en même temps qu'eux autres. Alors, on appelle ça cap appui. C'est le principe qu'on essaie d'imiter de l'école Adelaide E. Stevenson, où l'élève arrive dans une classe avec du travail, puis l'enseignant qui est là, son rôle, c'est d'appuyer l'élève. OK? On a à travailler ça, parce qu'en ce moment, ça ressemble plus à de la surveillance. OK? Mais il y a des profs qui ont compris, puis ils ne sont pas juste là comme un corps chaud pour s'assurer que tout le monde est là et que personne ne se blesse. Ils circulent, tu travailles sur quoi, je peux-tu t'aider? OK? La championne, là, c'est elle. Mon orienteur, Nathalie. Elle apprend un groupe à chaque semaine pendant la CAP, puis elle fait de l'orientation avec eux. Connaissance de soi. Choix de cours pour l'année prochaine. Je ne peux pas demander mieux que ça. Elle a un contact régulier avec les classes. On envoie toujours 2 classes, des fois 3 au gymnase. Envoyez, bougez. Ça va vous faire du bien. Donc, on fait une rotation. OK? La semaine prochaine, les Y vont être en rencontre et les profs d'études et eux, ainsi que les profs d'art et les profs X vont être dans les classes avec les élèves. Puis on bascule comme ça de semaine en semaine. C'est pas parfait, mais ça va bien. Je suis très, très heureuse de comment les choses se déroulent au pavillon. Au secondaire, c'est plus ardu, parce que les élèves sont un peu plus rebelles. Donc, quand la période CAP arrive, eux, leur période CAP est ici, mais ça, c'est un détail qui n'est pas important. Quand la période CAP arrive, il y en a beaucoup qui filent. Tu sais, dans leur tête, c'est « le prof enseigne rien, pourquoi je resterais? » « Ah, ben tu devrais faire des travaux. » Je peux aller les faire chez nous. Et là, on ne sait pas trop quoi répondre, tu sais. Mais c'est une préoccupation
Mais on est en train de vivre une culture où, avec les années, j'espère que les élèves qui passent en 7e et 8e gardent cette culture-là et qu'ils soient plus sages que les élèves en ce moment qui n'ont pas vécu cette transition-là au pavillon. Okay. Est-ce que ça répond bien à la question? C'est pas la seule façon de fonctionner, mais c'est la façon qu'on a trouvée pour respecter le temps d'enseignement. OK? Pour parer, je vais ouvrir la parenthèse un petit peu. Alors, parer, programme axé sur la réussite des élèves. Qu'est-ce qui a déclenché ça en Ontario? C'était notre préoccupation du fait qu'on avait beaucoup de ressources au sens large pour les élèves en difficulté. On avait des sous, de la dotation, des cadres particuliers comme l'élève qui reçoit une identification, on lui fait un PEI, un plan d'intervention individualisé. Le PEI, ce qu'il dit, c'est voici le diagnostic de l'enfant, voici ses forces, voici ses besoins. Et l'enseignant, chaque année, doit collaborer avec ses collègues. Le X va aller voir le Y et dire on s'engage à faire quoi pour assurer la réussite des tiers. On écrit ça dans le PEI, c'est un document légal. Et quand on publie un bulletin, le PEI accompagne le bulletin parce que c'est un outil pour évaluer le progrès de l'enfant. Donc on avait tout ça pour les élèves en difficulté, mais on n'avait rien pour les autres. Et c'est pas vrai que si tu n'as pas une étiquette d'enfance en difficulté, que tout va bien pour toi. La réalité, c'est qu'il y a des parents qui refusent une identification parce qu'ils craignent l'étiquetage. Mais ces élèves-là sont quand même à risque. Donc, on fait quoi pour eux? Alors, le ministère nous a donné des ressources, de la dotation. Et au niveau de Paris, on a de la place pour être créatif, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, plusieurs de nos élèves à risque sont nos élèves qui sont aux prises avec des défis d'assiduité. Okay? Donc, les élèves qui se présentent pas très souvent et tout. Puis malheureusement, dès la 7e, 8e année, on envoie des manifestations. Et si on ne fait rien tout de suite, par le temps qu'ils arrivent en 10e, ils ne viennent plus du tout à l'école. Okay? Donc, au niveau de Taré, j'ai demandé de la dotation additionnelle pour l'année prochaine. J'ai demandé 0,5. Et j'ai fait ça parce que l'année passée, il y a un enseignant qui m'a fait une surprise incroyable. C'est un enseignant d'éducation physique qui s'appelle Richard. Et il approche de la retraite. Il est dans le gymnase depuis belle lurette. Il a tout enseigné, mais il est dans le gymnase depuis longtemps. Puis moi, je me dis, il est confortable dans ses espadrilles. Fait que d'année en année, c'est ça qu'il fait l'année prochaine. T'sais. Il vient me voir l'année passée et il me dit, Caroline, si tu avais de la dotation pour travailler avec les élèves qui ne viennent pas à l'école, moi j'aimerais bien ça faire ça. Moi, j'en revenais pas. J'ai dit, on est le 1er avril, puis je blague, c'est pas vrai. Mais plus j'y pensais, plus je comprenais que ce profil d'enseignant-là était parfait pour accueillir et encadrer ces élèves-là et penser à l'extérieur de la boîte pour réfléchir à ce qu'il pourrait faire avec eux. Puis j'ai dit, Richard, ça n'arrivera pas pour 2014-2015, mais je n'oublierai pas ce que tu m'as dit. Donc cette année, j'ai appelé ma surintendance. J'ai dit, Julie, tu sais ici, il y a beaucoup d'élèves qui sont prises avec des défis d'assiduité. Elle le sait, mais j'ai tout dressé le portrait. J'ai dit, on a des idées ici, mais on n'a pas les ressources pour le faire. J'ai donné des exemples concrets de ce que je voulais qu'il soit fait. Puis elle m'a donné ma dotation. Donc l'année prochaine, Richard va garder un pied dans son espadrille au gymnase, mais il aura aussi un pied dans cette merveilleuse équipe. Puis je ne peux pas vous dire à quel point ça va créer un choc chez nous que Richard soit assis à cette table-là. Parce que elle sont des profils complètement différents. Mais Richard va arriver avec son approche, puis juste le fait qu'il veuille faire ça, ça va leur lancer un message à tout le personnel. Moi, j'ai gagné, puis on n'a même pas rien fait encore. Donc, Richard, ce qu'il va faire, il va analyser les données,
avec cette équipe-là, il va cibler des élèves, il va creuser leurs intérêts, puis là, il va organiser des affaires. On a des locaux du côté du secondaire qui sont des ateliers de menuiserie, de mécanique, une cuisine. Mais les élèves n'ont jamais l'occasion d'aller là. En ce moment, ce qu'on réussit à faire, c'est « Bien, je vais aller te montrer le local. » Là, l'élève fait « Oh, wow, cool! » OK, mais on ne peut pas y aller. Donc, tu sais, donc, Richard va les emmener là. Richard va organiser des tournois avec eux autres. Parce qu'on s'entend que ces élèves-là sont probablement pas ceux de l'élite sportive qui font toutes les équipes. Il va faire des tournois avec eux autres. Il va les amener à la cité collégiale qui est juste à côté de chez nous. Parce que chez nous, il n'y a pas de possibilité de terminer le secondaire avec une certification. Les élèves vont être exposés à un cheminement qui mène au collège, mais après, au postsecondaire, ils s'inscrivent à un collège. La cité collégiale, c'est un collège francophone très reconnu au Canada, le meilleur dans la ville d'Ottawa, et il est à 2 minutes de marche de l'école. Et on a déjà amorcé un partenariat avec eux, donc Richard va emmener des élèves là. Il va allumer des étincelles dans leurs yeux, il va les faire réfléchir à leur carrière. J'ai reçu un courriel cette nuit au sujet d'autres idées que Richard a eues depuis qu'on s'est vu la semaine passée. Parce que là, il sait qu'il a eu sa dotation, donc là, il triple, il est en train de planifier ses affaires. Et j'aurais jamais anticipé ça de lui. Je l'ai sous-estimé. C'est pas une Joël, OK? Mais c'est une autre richesse. Oui? Est-ce que ce Richard en question, sa réflexion, est-ce que c'est le fruit des quatre? Honnêtement, non. Richard n'est pas celui qui adhère au cap le plus. Il le fait pour me faire plaisir. OK? Et il le fait parce qu'il doit le faire. Il est arrivé là, lui, parce que il y a un programme qui existe dans notre conseil pour les élèves au défi d'assiduité, mais il n'est pas disponible pour les élèves de 7e et 8e année. Et chez nous, particulièrement en 7e et 8e année, on voit déjà des élèves qui nous inquiètent. Mais on ne peut pas les mettre dans ce programme-là parce qu'ils sont trop jeunes. Et lui, il est conscient de ça parce que j'y en ai parlé souvent. Et il y a une branche de ce programme-là qui est physiquement dans notre école. Alors lui, quand il a vu ça, il s'est dit « Moi, je veux jouer ce rôle-là avec les nôtres. » Et là, il est venu voir. Mais la question est intéressante parce que moi, avec ça, je vais être capable de montrer à Richard à quoi peut servir la carte parce que je vais l'inviter à cette table-là maintenant. Donc, il va voir l'analyse de données. Puis il va voir à quoi ça va servir. Donc, voyez-vous, quand je dis que je gagne sur toute la ligne, là, puis j'aimais aussi que le regard des élèves change au sujet de Richard. Il n'est pas juste un prof d'éducation physique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est un prof qui travaille au centre de la réussite avec cette gang-là. Fantastique. Il est mon coach, il est mon prof d'édu, puis il aide mon ami qui reste chez eux quand c'est le temps. Fantastique. Polyvalent. Multitalent. Ça va? Donc, le dernier thème que je vais aborder avec vous, c'est le thème du changement. Parce que c'est vraiment important de s'interroger sur, quand on veut faire un changement, comment on doit s'y prendre. Puis, un changement structurel, comme celui-ci, OK, ne tiendra pas la route s'il n'est pas soutenu par un changement culturel. OK? C'est un peu comme... nous voilà. L'image d'un iceberg. On sait tous qu'un iceberg est beaucoup plus volumineux sous l'eau qu'au-dessus. OK? Donc, ici, vous avez la structure. Réfléchir à la structure, c'est de l'ouvrage, là. Mais c'est beaucoup moins de travail qu'à réfléchir à la culture. OK? Puis, pensez au Titanic. C'est ce qui va arriver à votre initiative de cap si vous ne réfléchissez pas à ça. Vous allez frapper l'iceberg, puis on va couler.
Mais il y a toujours des bateaux de sauvetage. En disant ça, je me disais, pourquoi je dis ça? Je me suis surpris. Donc, quand on parle de cap, il faut y réfléchir au-dessus de l'eau et sous l'eau également. En anglais, il y a une expression qui dit « Culture eats structures for lunch ». Donc, la culture gobe la structure tout rond. OK? Alors, c'est vraiment important que vous pensiez à la culture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se dit dans les coulisses? Okay? Parce que ce que je vous entends dire, c'est que le terrain ne serait pas prêt pour qu'on arrive avec une structure demain matin. OK? Puis c'est normal, on est passé là, nous autres aussi. Donc, il faut penser à la culture. Donc, toute structure doit être alignée avec les intentions. Dès qu'il y a un désalignement entre les structures et les intentions, on s'expose à des difficultés. OK? Je vais vous donner un exemple anodin, mais je le trouve bon pour illustrer cet alignement nécessaire. En avril 2014, je suis allée à une conférence qui s'appelait Transforming School Culture, donnée par M. Anthony Mohammed, qui lui aussi a travaillé beaucoup au niveau des CAP, mais a travaillé beaucoup au niveau de la culture d'école. L'atelier était vraiment un atelier de travail. C'était pas un atelier où on l'écoutait parler constamment. Il nous relançait toujours en discussion. Moi, j'étais allée là avec mon orienteur, Nathalie, ma championne des CAP, une enseignante du secondaire, Sophie, et Richard. Okay? J'avais emmené Richard parce que Richard connaît l'historique de mon personnel comme le fond de sa poche. C'est un leader silencieux, puis je me disais, moi j'ai besoin d'écouter Richard. Puis aussitôt que je l'ai emmené là, il m'a fait confiance de façon aveugle. Okay? Donc, Richard est venu avec moi. Et on a eu 2 jours extraordinaires. Donc, je suis revenue à l'école, puis j'ai dit à mon directeur, M. Charette, Réal, j'ai vécu quelque chose de phénoménal. Je lui ai partagé mes découvertes, mes prises de conscience et tout ça. Puis je lui ai dit avec un vœu pieux, j'ai dit, j'aimerais vraiment ça qu'on invite Dr. Mohammed à l'école l'année prochaine pour 2 jours, pour travailler avec nos leaders à l'école. Bien, à ma grande surprise, il a dit, organise-le, on va le faire. Ça a coûté 16 000 tomates canadiennes. Mais ça a été extraordinaire. OK? Donc, ces 2 jours-là, on les a passés à parler de culture, puis à un moment donné, on parlait des structures à l'école qui ne fonctionnaient pas. Chez nous, on a un uniforme. OK? Alors, les élèves portent l'uniforme, puis on aime beaucoup ça. Et quand l'élève ne porte pas l'uniforme, on donne des retenues. Donc, ça fonctionne de façon mitigée. Mes élèves en 7-8, on leur donne une retenue, ils y vont. OK? Parce qu'ils sont plus malléables, puis la personne qui s'en occupe a fait des suivis exceptionnels, donc les élèves vont aux retenues. Donc, ça fonctionne. Au secondaire, oublie ça. Tu as des bas jambes. Tu as une retenue ce midi. OK. Mais il y a beaucoup d'élèves qui ne se rendent pas à la retenue. Ils s'en fichent éperdument. Et là, ça génère beaucoup de travail pour la personne qui fait des suivis dans le vide, parce que ça donne jamais rien. Et là, c'est ça que tu n'as pas fait. On va te mettre en retrait interne. Quoi? OK? Donc, on a parlé de ça avec le Dr. Mohammed, qui nous a demandé quelle est l'intention de l'uniforme? Tradition, uniformité, équité, sécurité, toutes des réponses à lesquelles je pouvais me rallier. Puis là, il a dit, et c'est quoi le lien avec les retenues? Là, on a fait, my good galoche. C'est vrai, la conséquence est aucunement liée à l'intention. Puis c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, on a à recadrer ça, là. OK? Donc, c'est très important que toute structure soit alignée avec l'intention. Puis les intentions, ça fait partie de la culture. Il y a énormément de non-dits dans la culture, mais on devrait dire beaucoup de choses. Nous, en disant, on garantit la réussite de chaque élève, c'est dans notre culture. C'est dans le langage de tout le monde dans l'organisation. Certains plus que d'autres, comme Joël. Mais
En anglais aussi, on dit « That's how we do business ». Okay? C'est comme ça qu'on fait les choses chez nous. Okay? Donc, il faut s'assurer que nos structures sont alignées avec nos intentions. Donc, si on décidait d'implanter les cartes, il faudrait s'assurer que les élèves, les profs savent c'est quoi l'intention. Je voulais aussi vous lancer ce principe-là. N'oubliez pas que nous, ici, tous les enseignants, on est littéralement allés à l'école toute notre vie. On est resté là parce qu'on a aimé ça, et ça a fonctionné pour nous. OK? Donc, quand les gens ne veulent pas faire de changement, c'est parce qu'ils se disent, il n'y a pas de bobo dans le système. Regarde-moi comment je suis devenue quelqu'un de merveilleux. Donc, chez nous, par exemple, quand on parlait beaucoup d'évaluation, parce que l'évaluation changeait énormément,